Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les élections législatives démarrent ce 17 octobre en Égypte. Elles se termineront le 2 décembre. Il s'agit des premières élections législatives depuis la destitution du président Mohamed Morsi. C'était en juillet 2013. À Djibouti, alors que le dialogue tarde à porter ses fruits, certains partis d'opposition tirent la sonnette d'alarme et dénoncent un trop grand nombre d'arrestations arbitraires de leurs membres. Et en Côte d'Ivoire, le taux de croissance se maintient. Les indicateurs économiques sont en effet au vert alors même qu'une élection présidentielle se profile. Mais tout d'abord, en Centrafrique, les élections n'auront pas lieu le 18 octobre comme initialement prévu. Les autorités ont annoncé un report à la fin du mois de décembre au vu de la situation sécuritaire qui n'est toujours pas stabilisée. Comme annoncé en titre, en Égypte, les élections législatives commenceront ce 17 octobre pour prendre fin le 2 décembre, alors que leur tenue avait été promise pour 2014. Le Parlement égyptien, composé d'une seule chambre, est doté de 568 députés. Leur élection est très complexe et c'est pour cela que le scrutin est étendu sur une si longue période. Rappelons qu'il s'agit des premières législatives depuis la destitution du président Mohamed Morsi. L'occasion pour le nouveau chef d'État Abdel Fattah el-Sisi d'asseoir sa popularité. Arwa Barkala. Les Égyptiens élisent leur parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en deux phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. En République démocratique du Congo, alors que 17 manifestations de soutien au président Joseph Kabila étaient autorisées, au même moment, à savoir au mois de septembre, des rassemblements organisés par l'opposition ou la société civile ont été soit interdits, soit réprimés par les forces de l'ordre. Un déséquilibre qui inquiète le Bureau des droits de l'homme de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le pouvoir s'est immédiatement défendu d'un quelconque traitement de faveur. À Djibouti, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD, et l'Union pour le salut national, USN, des partis d'opposition alertent sur les arrestations de leurs membres depuis la fin du mois de septembre. Des allégations que rejettent les autorités djiboutiennes. Alioune Guindo et Jean-Célestin Djanguet. Que se passe-t-il entre les autorités de Djibouti et le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD? Selon les responsables du FRUD, une vague d'arrestations de personnes proches du mouvement d'opposition et menées par le pouvoir de Djibouti s'opère depuis plusieurs semaines. Ces arrestations concerneraient une vingtaine de personnes soupçonnées d'être proches du FRUD ou d'avoir des parents engagés dans la rébellion armée. À plusieurs reprises, les troupes de Marguerite ont essayé un peu de repousser les combattants du FRUD dans les Mabla, dans les Gouda, dans les montagnes. C'est une répression à bras raccourcis, ils tombent sur tout le monde.
2016, il va y avoir une élection présidentielle, quatrième mandat. Une grande partie de la population est contre ce fait qu'il brille le quatrième mandat. On va continuer le combat et on va essayer d'empêcher pour que, après 38 ans, que ce monsieur-là puisse régner encore sur ce pays-là. Le 12 octobre déjà, l'Union pour le salut national, l'USN, mouvement également proche de l'opposition, signalait l'arrestation de 5 de ces jeunes militants interpellés dans le quartier d'Ariba alors qu'ils venaient de manifester leur hostilité à un quatrième mandat du président Ismaël Omar Guelleh. Pour le parti au pouvoir, le Rassemblement populaire pour le progrès, le problème est ailleurs. Ce sont des accusations faciles portées par certains mercenaires donc, qui se trouvent à l'étranger. Il parle d'après l'événement du 30 septembre, donc l'attaque terroriste que certains mercenaires ont menée au niveau de la région de Tadjoura. Et si c'est cela dont il parle comme accusation, je crois que les faits sont extrêmement graves. Or, la tête donc du FRUD, M. Kadami, disait donc revendiquer carrément cette attaque. Cette situation intervient alors que le dialogue politique sanctionné par l'accord signé en décembre 2014 entre le pouvoir et l'opposition semble patiner. Les réformes démocratiques prévues par le document sont toujours attendues. Mauvaise nouvelle pour la Guinée. 2 personnes ont contracté le virus Ebola 2 semaines après le dernier cas confirmé. L'un des 2 malades réside à Conakry, la capitale. Le pays, l'un des plus touchés par le virus, peine à stopper la chaîne de contamination. Rappelons que selon l'OMS, plus de 11 000 personnes sont décédées d'Ebola, principalement au Guinée, Sierra Leone et Libéria. En Côte d'Ivoire, les indicateurs économiques sont au vert malgré l'élection présidentielle qui se profile, des chiffres qui encouragent les investisseurs locaux mais aussi étrangers à rester dans le pays. Idlet Mirabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, les indicateurs économiques restent en constante progression avant l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Le gouvernement prévoit une croissance de 9,6% en 2015, ce qui fait du pays la première puissance économique de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Des chiffres encourageants pour un pays engagé dans un processus électoral, selon les investisseurs. Partout en Afrique, il y a des élections, il y a des tensions un peu partout. Donc les investisseurs, ils sont africains, on est habitués et on va avec, on y fait avec. On était très optimiste en ce qui concerne le futur du pays et aussi les chiffres économiques confirment qu'il y a une croissance qui est continuelle, comme la demande sur l'effectif des chambres d'hôtel est assez haut. Donc c'est pour ça qu'il y a une bonne base d'affaires pour investir. Les facteurs qui ont contribué à cette forte croissance sont entre autres l'exonération de la TVA, la réduction des droits de douane et les promesses de compensation aux investisseurs en cas de troubles sociaux. Le gouvernement a aussi cherché à inciter le secteur privé à des investissements importants, notamment dans le secteur des infrastructures. L'investissement privé capté par le Code des investissements que nous gérons aujourd'hui, pour donner une idée, a atteint pratiquement les 1500 milliards de francs CFA sur les 4 dernières années cumulées. Cette année, nous avons une tendance de croissance de l'ordre de 15 à 17%. On est à 328 milliards d'investissements mobilisés à ce jour, contre 275 l'année dernière. On a près de 6 000 entreprises créées cette année, contre 3 000 et quelques l'année dernière. Donc la tendance est la hausse. Et c'est cela les conséquences, je veux dire, de toute cette politique gouvernementale mise en œuvre pour justement faire du secteur privé le moteur de la croissance économique constatée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pourtant, certains observateurs estiment que la Côte d'Ivoire reste un pays fragile. Les avantages de la croissance de ces dernières années ont été inégalement répartis et le chômage, en particulier chez les jeunes, reste une préoccupation majeure à quelques jours de la prochaine élection présidentielle dans le pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.